Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Émilie Tranchant. Émilie est une belle rencontre que j'ai faite il y a seulement quelques mois, au mois de décembre, parce que j'avais souscrit pour une formation et c'est Émilie qui m'a donné la formation. Donc ça fait, voilà, ça fait partie des belles rencontres et récemment nous nous sommes vus en live, en real life, pour compléter et pour aller plus loin. Nous restons en contact et nous allons travailler ensemble aussi. Donc voilà, Émilie a un métier peu commun. Son métier, c'est planeur stratégique. OK. Et rien que ça, il faut une explication parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire et ce qu'il y a derrière. Donc, Émilie, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes activités, parce que tu n'en as pas qu'une, euh, et voilà, nous en dire plus sur toi et sur ton entreprise. Oui, merci. Merci Madeleine pour l'invitation. Donc oui, comme tu le disais, moi je suis à la base mon métier historique, hein, c'est planeur stratégique. Donc j'ai créé mon entreprise, s'appelle La Boîte à mots, je suis pas du bon côté, en 2011. Donc le planning stratégique, normalement, c'est une activité qui a lieu essentiellement en agence de com, mais que moi j'ai pratiqué de façon externalisée. En fait, l'activité du planeur, ça consiste à fédérer les équipes. C'est un poste transversal, hein, où on va d'un côté au niveau des créatifs dans l'agence et de l'autre au niveau du client et de ses besoins. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de fédérer tout ce petit monde autour d'une vision commune, d'objectifs ou d'une stratégie commune. Voilà, donc on est un peu un intermédiaire parce qu'on a une forte partie créa. C'est vrai qu'il faut qu'on soit créatif dans ce qu'on va inventer comme solution, comme musique. Et après, on est aussi c'est très mathématique, hein, en fait, on fonctionne vraiment en matrice. Il faut que ça marche, les besoins des uns, les envies des autres. Il faut que ça rentre, que tout rentre et qu'on arrive à sortir quelque chose dans lequel tout le monde se reconnaisse et tout le monde, mais aussi les objectifs de l'entreprise. Donc ça, c'est pour ma première partie d'activité qui est mon cœur de métier et ma passion, parce qu'il y a un fort travail de veille hein, autour de ce métier. Parce que certes, on a le côté créatif de l'agence avec les designers et tout, mais de l'autre côté, on a aussi des entreprises qui ont des secteurs d'activité, des spécificités auxquelles il faut s'adapter aux gens et aux ressources. Voilà. Donc, il y a une forte activité de veille, mais c'est un job que j'adore. Et du coup, pour les autres activités, en fait, donc, cette première activité a évolué au cours du temps. Et en partie, de plus en plus, il m'était demandé de faire monter en compétences et d'accompagner les équipes chez les clients pour qu'ils arrivent à mettre en place la stratégie qu'on avait créée. Parce qu'en fait, c'est pas le tout de pondre un truc si personne n'est capable de le mener à bien. Ça sert strictement à rien. Et puis en plus de ça, en termes de rentabilité de l'entreprise, il vaut quand même mieux faire monter en compétence ses équipes plutôt que de toujours externaliser. Donc du coup, j'ai créé un organisme de formation avec mon acolyte Anne-Marie Richier qui doit être là, je la salue. Et du coup, cet organisme venait en support de nos deux entreprises à chacune et nous permettait d'accompagner nos clients avec d'autres budgets, puisque ce ne sont pas les mêmes financements, etc. Donc, c'était vraiment une évolution du marché à laquelle on s'est adapté. Et autre évolution du marché, donc c'est notre troisième activité. En fait, c'était tellement compliqué de monter un organisme de formation, tellement long, avec tellement de normes, qu'on a monté une conciergerie qui s'appelle Critères, toujours avec mon acolyte. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'aider les autres prestataires de formation et de leur faire profiter du réseau qu'on avait créé ou d'outils que nous sommes en train de créer. On est notamment en train de créer un CRM, donc pour tout ce qui est de la relation client, qui permet de conserver son label Calliope ou de l'obtenir ou de le conserver. Donc, voilà. Donc c'est des activités. Les deux autres découlent de voilà. J'ai une première activité, puis les deux autres sont des opportunités du marché. D'accord, donc J'espère pour que j'ai été résumer, claire. ah ben, on va voir. Pour résumer, tu as donc la boîte à mots, la première société que tu as Ouais, créée où il y a plus l'aspect planeur stratégique, ouais. ton métier d'origine.
Après, par rapport à la formation, pour pouvoir accompagner la montée en compétences, tu as avec Anne-Marie The Talks. Ouais. Donc là, c'est la formation, donc organisme de formation, Calliope, etc. Et de votre aventure avec Calliope et avec toutes ces certifications et tout ça, vous est venue l'idée à toutes les deux donc de créer Critères, qui est la conciergerie pour les organismes de formation qui ont besoin d'aide pour arriver à leur Calliope, etc. C'est ça, c'est ça. C'est Oui. J'aime pas le terme de slasher parce que j'ai l'impression, j'arrive pas trop à voir que c'est quelqu'un d'instable. Non, c'est plutôt serial entrepreneur. Aujourd'hui, Oui. il faut profiter des aubaines du marché. Et puis pour que aussi, dès qu'on a un pan du marché qui se casse la figure économiquement, un autre pan parvienne à nous maintenir à flot, quoi. Oui, non, je suis complètement d'accord. Slasher, moi, ça me dérange pas ce terme, mais ça me dérangeait pas jusqu'au jour où j'ai appris que normalement, c'était des gens de 35 ans. Et comme j'ai pas du tout 35 ans, je me suis dit, bah Ah, zut, voilà, je peux pas l'utiliser. c'est comme Mais les start-upers, c'est un problème de jeunisme, mais c'est pas toujours vrai. C'est la ouais, ouais, rumeur, mais pas toujours vrai. exactement. Donc, serial entrepreneuse, ça me va bien comme terme. Et puis, de toute façon, même quand on n'a qu'une seule société, on peut quand même avoir plusieurs activités. Enfin, toutes les personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent et les prochaines, c'est rare quand elles n'ont qu'une seule activité. Même s'il y a un cœur de métier, il y a toujours d'autres choses à côté. Quand on est dans la formation, on est souvent dans le coaching et réciproquement. Donc, je pense que On c'est a de créé, plus en plus ce qui se passe. ouais, on a créé parce que une nouvelle structure avec, enfin, avec un nouveau statut juridique, etc. Parce qu'en fait, on partageait. Sinon, c'est vrai que après, on peut aussi créer des filiales ou des choses comme ça, en fait. Oui. Des petits bouts et tout. Et c'est ce qu'on a fait pour Talks Critères pour l'instant et que une antenne de Talks. Et puis après, je pense qu'on le détachera. Bon, bref. Mais oui, oui, il faut avoir plein de projets différents parce que c'est ce qui permet d'alimenter sa vivacité, son agilité, hein, tout simplement. Oui, exactement. Et on s'enrichit comme ça. Ouais, tout à Tout fait. à fait. Et dis-moi alors, quels sont tes clients? Alors, tu vas me dire que ça dépend, évidemment, mais il y a plusieurs typologies de clients, j'imagine. J'ai plein de typologies, mais en fait, j'ai toutes les typologies. Parce que ça va vraiment du grand groupe à l'international, aux institutions, aux think tanks. Là, j'avais fait pour la précédente présidentielle un projet que j'aimais bien, justement, pour rédiger un livre d'incentive pour motiver les médecins à aller dans les zones de désertification médicale, qui était présenté au Ouais. Sénat, etc. Ils peuvent venir chez nous parce que c'est une vraie zone de désertification. Non, mais c'est voilà, donc ça, j'avais les think tanks, ouais, les assos, les TPE, PME. En fait, j'ai tout le monde, les collectivités. J'ai bossé aussi pas mal pour l'Europe. En fait, tout, c'est pas limité ni à un secteur d'activité, ni à une gamme, enfin voilà, ni à un type d'organisation. C'est ce à quoi je m'attendais. Ok. Dis-moi Ça, alors, et tes débuts dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a fait venir à l'entrepreneuriat? Parce que tu as bossé dans des sociétés avant. Oui, alors oui, j'ai bossé dans des sociétés. En fait, c'est la contrainte hein, qui m'a fait être entrepreneur parce que au niveau familial, il y avait une forte mobilité. J'ai un mari qui bouge beaucoup tous les 2 ans et par ailleurs, j'ai 3 enfants. Et en plus, il y a 20 ans, j'avais une formation qui n'était pas du tout bankable à l'époque, puisque je cumulais le fait d'être une femme avec le fait d'être philosophe et d'avoir fait de la com. Donc, et les 3 enfants et la mobilité. Euh, Concrètement, chaque fois qu'on m'a proposé des postes qui correspondaient à mes attentes, hein, j'étais soit sur le départ, soit enceinte, donc ça n'a pas marché. Donc au bout d'un moment, en fait, j'ai créé ma boîte pour me maintenir dans l'emploi
Et c'est vraiment enfin, comme là on parle plutôt, on s'adresse parfois plutôt avec toi à des femmes, c'est vraiment un truc qui est important. C'est vrai qu'on a des périodes dans la vie où on est obligé de se détacher un peu de l'emploi parce qu'on a d'autres priorités. Et selon son caractère, il est plus ou moins dur de retourner dans l'emploi. Moi, je savais que ce serait dur, que voilà. Du coup, j'ai jamais voulu décrocher, quitte à faire des petits trucs. Et donc, au moment où vraiment c'est devenu très compliqué, je me suis dit créer. Enfin, j'avais besoin de faire quelque chose, et donc j'ai créé avec pour objectif dans un premier temps de monter en compétence sur les sujets que j'allais aborder. Donc, c'est là où j'ai notamment bossé avec l'Europe, etc. Et pas forcément sur l'aspect financier, pas me surcharger de travail parce que ma vie perso ne me le permettait pas, mais me maintenir dans l'emploi. Et une fois que mes enfants ont eu, en fait, voilà, ont eu leur bac, tout ça pour l'essentiel, une bonne partie, que c'était un peu stabilisé, je savais que je monterais en gamme. C'est là où j'ai transformé en fait mon auto-entreprise de 2011 en SASU pour la première, et puis après j'ai créé mes SAS. Mais voilà, c'était vraiment l'entrepreneuriat, ça a été un moyen de répondre à mes contraintes de vie perso tout en travaillant, parce que je conçois pas ma vie sans travailler en fait. Oui, non, entièrement d'accord avec toi. Et pendant que tu disais ça, je réfléchissais, quand moi j'ai eu mes deux filles, au moment du congé mater, le premier, je suis passée de 5 jours à 4, et la deuxième, j'ai complètement changé je suis restée dans la même société à l'époque, mais j'ai complètement changé de travail. Parce que, comme tu dis, déjà, je savais que je voulais changer, mais nos envies et nos circonstances font que, voilà, on essaye de se réaligner finalement à qui on est devenu aussi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a un contresens. Enfin, c'est un peu bizarre l'entrepreneuriat, parce que d'un côté, quand après, je sais que tu as l'intention de me demander mes conseils, le travail est mon premier point. Et pour autant, l'entrepreneuriat est très souple et permet de moduler. C'est-à-dire, à la fois, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant d'avoir une boîte ou un projet, il faut quand même pas dire le contraire. Et d'un autre côté, il y a des moments de vie où c'est quand même la solution la plus souple, quoi. Oui. Donc, à volume horaire qu'on va donner, on peut décaler ses horaires pour que ça se cale avec son conjoint aux heures où il est là, par exemple, ou aux heures des enfants, hein, d'éveil ou de sommeil, ou je sais pas quoi. Et du coup, c'est à ce niveau-là, c'est super flexible. Et c'est à la fois quelque chose de très, enfin, je vais pas décourager, mais quand même de difficile, faut pas raconter de bêtises, et à la fois quelque chose de très flexible et qui pour nous est plus simple qu'un patron au-dessus qui comprendrait pas que quand on a 3 enfants, oui, à un moment donné, l'école nous appelle, il faut y aller en fait, et en fait, on n'a pas le choix en fait. Donc, et c'est vrai qu'on vit toute une période dans notre vie où quand on n'a pas la maîtrise de notre emploi du temps, c'est un peu dur cette phase-là. Oui, oui, tout à fait d'accord. On est Moi, tiraillé c'était en permanence. Ouais. ouais. Vas-y. Moi, c'était d'autres raisons. C'était simplement en arrivant ici dans ma petite ville où j'ai habité jusqu'à mes 18 ans. Il n'y avait pas vraiment de grande société ou de grande école où j'aurais pu m'affilier, où j'aurais pu aller travailler. Donc, c'était aussi un choix logique. Comme tu disais, pour rester dans l'emploi, finalement, on se le crée, son emploi. Mm. Mais c'est complètement ça en fait, hein. Oui, c'est ça. Oui, mais comme ça, on crée ce qu'on veut. On Exactement. crée ses services, ses offres, etc. Et on a le luxe de pouvoir faire ce qu'on veut et de ne Ouais. pas avoir quelqu'un au-dessus qui nous dit: «Ah mais non, mais ça, c'est pas comme ça.» Ouais. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Mmh. Et donc tu disais qu'au début, tu as commencé en 2011 en auto-entreprise et Mmh. que tu as basculé finalement sur, le SASU, sur un SASU, et cetera. Hem, est-ce que, tu comment dire? Est-ce qu'il y a beaucoup de différences? C'était nécessaire pour toi de basculer? C'était peut-être une contrainte? Comment tu as vu ça? Alors, ouais, il y a enfin, c'était génial l'auto-entreprise parce que c'est la liberté, il y a très peu de contraintes, et cetera. À un moment donné, concernant l'auto-entreprise, c'est limitatif, quoi. C'est-à-dire que la sous-traitance, on peut pas, et puis du coup, pour ne pas se retrouver dans une situation où on peut pas sous-traiter et on a une trop forte charge de travail, finalement, on finit par plus
par limiter ses prospections. On limite ses vues pour que ça s'adapte. Moi, je suis pas une anti-auto-entreprise, attention. C'est pas du tout mon discours, mais juste si à un moment donné c'est difficile d'atteindre la limite de l'auto-entreprise en étant toujours dans la limite, bien comme il faut, les bons clients, les bons ceci. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, si on veut perdurer, il vaut mieux quand même changer aussi de statut pour pouvoir avoir d'autres visions. Alors, je ne croyais pas du tout au début quand tout le monde me disait arrête avec ton auto-entreprise, etc. Par les autres entreprises, tu es forcément mal perçu. Bon, je n'y croyais pas parce que c'était moi, je ne pouvais pas être mal perçue, c'est pas possible. Bon, en fait, en ayant ma boîte et en voyant ce que c'est que d'avoir une boîte, effectivement, on ne peut pas juger pareil les gens qui sont en auto-entreprise, en fait. Parce on n'a pas la même chose, on n'a pas les mêmes contraintes. Et en fait, toute la logique du marché, elle n'est pas du tout la même. Par exemple, c'est vrai que là, on doit en permanence suivre son marché. Ce que je disais là l'autre jour, enfin tout à l'heure, quand je disais mes clients, finalement, ils avaient besoin que je forme leurs collaborateurs. Il faut que je fasse de la formation. Il faut à chaque fois évoluer. Tout ça, derrière, pour que ça marche, il y a quand même de la recherche et un peu des sous à mettre. Et du coup, c'est quand même bien de l'intégrer dans un business model plus global. C'est-à-dire que l'auto-entreprise, tu dois tout payer cash et tu as pas cette possibilité-là d'avoir une vision, un pilotage d'entreprise un peu plus audacieux, j'ai envie de dire, quoi. Tu restes sur l'auto-entreprise, ça va avec certains business. Mais si tu veux aller taquiner un peu ton marché, faire des tests et tout ça, ben, il faut un autre outil, quoi. C'est comme la voiture sans permis et puis et puis la robe, je sais pas, mais donc c'est voilà. D'accord, donc ça correspondait à un besoin de croissance et d'évolution par rapport à l'activité. Ouais, Pouvoir, ouais. Mais honnêtement, c'était une douche froide. C'est-à-dire que j'étais pas au taquet, j'avais pas nécessairement l'argent. Enfin, je veux dire, j'aurais pu continuer dans mon auto-entreprise. Ça a été un peu me dire ok les enfants enfin, c'est maintenant c'est le moment en fait et j'y vais et en fait ce dont je me suis rendu compte c'est que en y allant effectivement toute ma logique toute ma stratégie c'était plus du tout la même sur une auto-entreprise j'étais dans une stratégie de diminution des coûts enfin même au niveau des prospections et tout alors que là en fait tout déroule complètement différemment c'est-à-dire pour prendre un exemple avec mon associé, on est assez complémentaires sur certains sujets. Il y a des trucs que je déteste faire, elle adore. Voilà. Et ben, par exemple, en auto-entreprise, l'idée de dire, je te fais ça, tu me fais ça, puis on se facture. Alors, à la fois, le bénévolat, au bout d'un moment, on peut plus en faire. Faire les trucs gratuitement en disant je te fais ça, je te fais ça. Psychologiquement, ça ne marche pas. Alors de dire, OK, tu me vends, enfin, puis on réfléchit plus trop. Je t'achète 500 € de prestade et tout. Et en fait, toute la logique est différente. Du coup, tu génères plus de chiffres après. Enfin, c'est beaucoup plus fluide. Donc, d'accord. tout ton modèle mental change. Voilà. Donc, après, il faut dans un premier temps, l'auto-entreprise reste quand même un très bon système pour, euh, pour limiter les coûts, tester son activité. Voilà, c'est pour ça que je dis, il faut savoir à quelle étape de sa vie on en est et si c'est possible ou pas, quoi. Et si c'est rentable ou pas. Si réellement on a déjà du business sans prospecter, sans avoir de frais, ça sert pas à grand chose, quoi. D'accord, OK. Et Mm. donc SASU, c'est quand tu as monté The Talks avec Anne-Marie? Non, la SASU, c'était pour la boîte à mots. Et Tox, comme on est deux, c'est une SAS. Donc, voilà. OK, OK. Et après, en fait, une fois que j'en ai fait une, alors après, limite, j'en aurais fait une tous les 15 jours. Surtout que c'est Anne-Marie qui fait les papiers, donc ça me va bien. Donc nickel chrome. Mais ouais, une fois qu'on a commencé, en fait, on n'a plus peur. Il y a quand même une espèce d'angoisse hein, de la création, etc. Et une fois qu'on est débarrassé de la peur, en fait, c'est quand même plus évident d'avoir des business séparés, d'avoir des comptas séparés, d'avoir des trucs. Oui, c'est vrai qu'être auto-entrepreneur, ça enlève cette peur parce qu'on ne paye d'impôts que si on fait du chiffre, donc il n'y a pas vraiment de... Mm.
de grandes craintes à avoir. Mais c'est vrai que, voilà, passer en société, c'est une étape supplémentaire, Mais moi, ça a enrichi ma vision d'entrepreneur. C'est mmh, c'est un fait, en fait. Je ne m'explique pas tout. Heu, je saurais même pas le verbaliser. En tout cas, c'est un constat, quoi. C'est que j'ai plus du tout pensé les choses pareilles et j'ai oui, été beaucoup plus audacieuse et mmh, bizarrement, quoi. C'est alors que je devrais peut-être pas, j'aurais pas dû, mais enfin si, il faut l'être, hein, sur le si, marché, si. Mmh, mais voilà. Donc ouais. OK. Et petite question qui me vient parce que du coup tu es une, serial entrepreneuse. Comment tu gères, tes différentes activités, le temps que tu passes, sur chaque? Comment ça se répartit ce temps? Est-ce que c'est compliqué parfois? Est-ce qu'il y a des tout a une forte priorité et tu sais plus par lequel commencer? Ou est-ce que ça te pose pas de problème de gérer, les différentes activités? Alors, la seule chose que j'avais posée officiellement, comme un postulat de départ dans mon activité, heu, que je pense que ça doit être à peu près là où j'en suis, c'était 30 de mon temps, sur, du bénévolat. Donc, Mmh. et c'est intégré dedans, si bien que, si je fais un truc, avec la PEF, à la fac et tout ça, je me pose pas de questions. Je pars du principe que ça doit être compris dans mon business model et pour être honnête, c'est la seule chose que j'ai posée parce que c'est aussi la seule chose qui me rapporte rien. Enfin, je veux dire, le reste de mes activités, en fait, elles viennent toutes, ben, tu l'as vu dans la description que j'ai faite au début, elles sont toutes en support les unes des autres. De même qu'avec Anne-Marie, nos entreprises viennent beaucoup se supporter ou notre réseau, ben, tu le vois avec toi, en fait, on a très vite fait d'avoir des nouveaux électrons qui viennent autour. Et donc, du coup, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme mes enfants. J'en parlais ce week-end avec ma fille, mais c'est à un moment donné, il y en a un qui a plus besoin, on lui donne du temps, et puis après, ce sera l'autre. Hein. Mais autant j'ai le coût du bénévolat, je l'avais pensé, j'étais entre 20, 30, enfin voilà, je l'ai fixé, Mmh. c'était hyper clair. Autant le reste, je saurais même pas dire en fait. Puis c'est trop entremêlé en fait, c'est Oui, beaucoup trop. voilà, ça vient du fait que c'est complémentaire et que c'est pas, enfin, il y a pas de conflit. Il y a pas de Non, conflit parce que ce que tu fais pour l'un, ça peut, servir pour l'autre, et cetera donc non, non, ouais, c'est ça, on se renforce vraiment, et l'idée, c'est vraiment de créer, et tout est conçu. On a souvent des réunions stratégiques hein, avec Anne-Marie où tout doit être conçu pour venir en support. Je parle même pas de potentielle cannibalisation ou quoi, hein, mais c'est rationaliser les efforts. Par exemple, un truc à la noix, mais si on est sur du personal branding, je vais aller le mettre à tel endroit parce que je pourrais quand même l'utiliser sur l'autre boîte en le revalorisant. Voilà, donc je fais un truc, ça doit servir l'ensemble de l'écosystème en fait. ouais, Donc ouais. c'est l'idée, hein, c'est vraiment l'idée. C'est la manière de penser le truc, non seulement pour pas s'épuiser, mais pour être beaucoup plus productif en fait. Ouais, OK, Mmh. pour optimiser, au maximum. OK. Ouais. Mmh. Alors oui, tu savais que j'allais te poser cette question ou ces questions. Hem, donc en tant que serial entrepreneuse depuis quelques années maintenant, à quoi attribues-tu, ton succès? Quels sont les facteurs clés à ton avis? Et aussi qui en découlent, quels conseils pourrais-tu donner à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? Alors les facteurs clés de succès, je me permettrai pas parce que j'en suis pas encore, à ce que j'appelle un stade de maturité, en tout cas au premier step de mes objectifs. Et par là, j'entends pas du tout que des objectifs financiers. Euh, Mmh. c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses qui rentrent dans la balance. Bah, combien de personnes tu fais bosser dans ton système, enfin voilà, il y a un ensemble d'enjeux. Et alors, pour l'instant, là, je suis quand même très très loin d'un truc dont je serais vraiment satisfaite, enfin, où je pourrais encore vraiment le qualifier de succès. Par contre, ce qui fait que je suis là encore aujourd'hui avec des projets et quand même sur des trucs
qui semble vouloir tourner, c'est le travail. Donc, c'est ce que je disais que j'allais le dire. Mais c'est vrai que je suis un peu dépitée. Enfin, il y a toute une littérature qui sort sur la semaine de 4 heures, machin et tout. C'est pas du tout mon modèle de société, ni la société du loisir, ni j'ai du mal à comprendre comment quelqu'un peut estimer qu'à 4 heures, il vaut plus que quelqu'un qui est sur une chaîne. Enfin, je veux dire, c'est pas mon modèle, ça m'angoisse de pas bosser, donc ça c'est un problème perso, mais c'est pas non plus mon modèle de société. Et perso, j'ai quand même du mal à voir comment on peut créer une boîte sans bosser. Après, c'est bosser plaisir, mais à un moment donné, il y a forcément de la conception, il y a des trucs. Enfin, soit on a eu la possibilité de sous-traiter beaucoup, mais en partant de rien, faut quand même un peu taffer. Et c'est vrai que je trouve que c'est une valeur qui est pas beaucoup. La valeur travail est pas beaucoup mise en avant en ce moment. Et donc, je veux militer parce que c'est important. Le travail, c'est bien pour la santé. Pas trop, enfin, je veux dire, pas de là à se détruire, mais c'est une telle réalisation de soi. Toi, tu es sur les entrepreneurs alignés. C'est une belle réalisation de travail. Enfin, voilà. Donc, quand on fait justement ce qu'on a envie de faire, ça ressemble pas forcément à du travail, même si on y passe les heures, etc. Et on y passe beaucoup de temps, mais quand c'est ce qui nous plaît, le temps ne passe pas de la même manière. Ouais, puis c'est un facteur social à jouer. Sur LinkedIn, j'ai partagé une publication sur le fait sur l'embauche des vieux. Oui. Mais on oublie que c'est la sociabilité, c'est être quelqu'un, travailler. Donc du coup c'est quand même important. Donc là je suis spoliée par je suis maman, donc j'ai les bips. Hein. désolée, j'avais oublié de la prévenir. Donc voilà. Donc ça c'est la première valeur parce que ça me semble essentiel. La deuxième valeur, ce sera la deuxième raison pour laquelle je suis encore là, c'est quand même la curiosité et la veille en fait. Faut tout le temps être alerte par rapport à son marché. Moi j'ai commencé à bosser, je vendais de l'éditorial. Je me suis rendu compte que dans l'éditorial, j'arrivais pas à faire payer ma stratégie. En fait, les gens pensaient qu'on écrivait comme ça. Du coup, j'ai bifurqué sur du planning. J'arrive là, je me rends compte qu'en fait, finalement, les budgets, ils sont sur la formation et ce que veulent les entrepreneurs. Et je le comprends, c'est la formation. En fait, c'est voilà, toujours analyser son marché, être en veille, se former en permanence. Parce que, par exemple, là, moi, d'un coup, il a fallu devenir formatrice. Je ne suis pas formatrice. Donc, c'est se former au déroulé PEDA, aux outils, mettre en place des outils. Donc, voilà, la curiosité, une certaine appétence pour apprendre de nouveaux sujets, etc. Donc, c'est le deuxième point qui va un peu avec le premier. Et puis, le dernier, ça revient à l'alignement, c'est se connaître soi, avoir des objectifs, se fixer des objectifs à court, moyen et long terme. C'est important parce que on peut parfois à court terme ou dans le présent pas être dans ses objectifs. Et pourtant, on est en train de construire un demain qui nous correspondra. Donc, ça peut nous permettre de tenir. Et à contrario, on peut dans le présent avoir des réussites, mais qui correspondent absolument pas à un dessin à 10 ans ou 15 ans. Et en fait, on va finir en déprime. Donc, cet alignement, après, c'est la planner strat qui parle. Du coup, forcément, je parle d'objectifs mais cette vision, c'est quand même celle qui nous fait faire les bons choix. En fait, si on a mis quelques postulats et qui nous donne un peu de patience aussi quand il faut attendre de faire ce qu'on veut, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait des choix économiques de non rentabilité. Faut être d'accord quand finalement ton chiffre d'affaires du mois n'est pas celui que tu voulais, mais voilà, faut te l'expliquer et puis il faut le faire. Ouais, c'est être aligné sur ses valeurs, sur ses trucs, savoir pourquoi on fait les choses. Je crois que c'est à peu près, c'est les 3 choses. Après, juste comme ça, de façon opérationnelle, j'ai d'un seul coup Anne-Marie qui me revient en tête. Et si, en fait, on fait un business model avant de commencer. C'est juste la base. C'est juste la base.
clairement, oui. Ouais, ouais, non, ça, c'est vrai, on l'oublie, enfin, certains le négligent et c'est la base, en fait, hein. Donc, tes conseils pour des entrepreneurs qui se lanceraient, donc commencer par un business plan. Ouais, le business plan, ah bah, alors si tu veux des conseils de ce type-là, opérationnels, hein, c'est clarifier son offre de service, savoir ce qu'on vend, Oui, se fixer des objectifs, cartographier évidemment ses acteurs et ses canaux. C'est la matrice, c'est avoir la matrice Canva nickel, mais clairement le travail sur son offre de service et sur ses objectifs. Quels objectifs? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que je peux en vendre tant? Et de traduire ces objectifs en action et enfin voilà, de dire voilà, il faut que j'ai fait tel chiffre d'affaires. Concrètement, si je le mets en parallèle avec mon offre de service et ce que je vends, ça fait qu'est-ce que je peux vendre rationnellement? Je peux vendre ça, 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 et là j'arrive à mon chiffre. Et du coup, pour vendre ça, 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 je fais quelle opération de com? En fait, c'est assez, on décompose le truc, mais de là où dont on part, c'est nos objectifs, quoi. Et donc, si on n'en a pas, et sur la plupart des projets, c'est mal fixé, quoi. Mais enfin, on n'arrive pas à avoir quelque chose de précis. Or, tout au long du déroulé de son business, on a besoin de ces indicateurs de performance ou de pilotage, hein, plus modestement. Et ça, c'est essentiel. Voilà, oui, mes objectifs, mon offre, et je décline en action. Enfin, je décline en partie et en action après de com pour le vendre. Qu'est-ce que je fais pour le vendre? Et c'est pareil, hein, ça permet d'économiser aussi parfois parce que quand on décompose, parfois, on fait une usine à gaz en com et tout, alors qu'en fait, on se rend compte que si pour arriver à ce budget, c'est ça qu'il faut vendre, en fait, c'est 4 coups de fil qu'il faut passer, plutôt faire du réseau, plutôt faire un truc. Ça permet d'être beaucoup plus pertinent, en fait. oui. OK. Voilà. Bon, eh bien, merci beaucoup, Émilie. Ben non, C'était merci à toi. très intéressant et à chaque fois, c'est un autre métier, c'est une autre personnalité. Moi, je trouve ça génial ces interviews d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses, je ne sais jamais comment le dire. Et oui, j'en suis à Moi, je chaque fois sais pas. ravie. Je sais pas non plus. C'est pas grave, on fait comme on veut. Anne-Marie nous a dit qu'on pouvait utiliser les deux, donc Ouais, ouais, ouais. Non, enfin si, parce que j'ai essayé de la coincer et donc j'ai quand même contacté l'Académie française et elle avait raison. On peut dire ce qu'on veut. Mais OK. Bon, donc merci beaucoup pour ta participation. Merci pour tes conseils. Merci pour avoir partagé ton expérience avec nous. Je mettrai tes coordonnées si ça n'y est pas déjà, sur Facebook et sur LinkedIn. Et puis pour ceux qui veulent te contacter, te rencontrer ou se faire former par toi, comme je l'ai fait. Et puis voilà, merci encore. À bientôt. merci à toi hein, pour cette invitation. Merci pour ta confiance. Et une belle journée à tous. Merci, au revoir.